Et oui, c'est aujourd'hui que l'auteur de Make America Great Again de 2016, eh bien, il cède la place à Joe Robinette Biden, son successeur, qui va prendre ses fonctions à midi, heure américaine, heure washingtonienne, et 18h, heure française. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va être vécu? On en parle avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés. Et surtout, ce n'est pas et Dieu dans tout ça, mais et nous dans tout ça. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. America, America, God shed His grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Voilà, c'est Willie Nelson. Willie Nelson est un des plus grands chanteurs de folk américain qui chante effectivement In the USA, chanson très très connue qui a accompagné souvent les meetings de Donald Trump. Voilà, donc terminé, une phase terminée dans l'histoire américaine et d'ailleurs dans l'histoire du monde, on peut le dire. Trump terminé, en tout cas Trump terminé en tant que président, mais l'avenir nous dira ce qu'il va se passer, et journée alors de très haute sécurité, attention. D'abord, vous avez vu tous, effectivement, auditeurs de Sud Radio, que tout le long du Potomac, Washington, il n'y aura pas de personnes, parce que Covid, parce que insécurité, la garde nationale est sur les dents, il y a 35 000 personnes, dont 25 000 soldats de la garde nationale à Washington, et surtout les capitoles des 51 États américains, parce que chaque État américain a sa Chambre des représentants et son Sénat, garde et tout ça, parce qu'on dit, oulala, insurrection. Rappelez-vous d'ailleurs qu'on disait que Trump allait appeler la garde nationale et allait faire un coup d'État. Bon, on a vu son discours, c'était pas vraiment un discours insurrectionnel, c'est le moins que l'on puisse dire. Et enfin, on voit ces drapeaux qui a fait dire il y aura 190 000 drapeaux, effectivement, puisqu'il ne peut pas y avoir des gens à cause du Covid, et ça a fait dire à de très mauvaises langues, et voilà, les morts ont voté, les morts viennent célébrer, effectivement, la victoire de Joe Robinette Biden. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler avec Charles Gave, mais auparavant, c'est intéressant d'écouter ce que disait hier Jean-Bernard Cadier, journaliste correspondant de BFM TV à Washington, et on l'écoute très souvent, et on ne peut pas dire que c'était un trumpiste fervent. C'était vraiment le contraire. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelait « Néron à la Maison-Blanche ». Et il y allait avec les critiques, et voici en revanche ce qu'il disait hier soir. Écoutez. C'est un discours non pas d'adieu, mais un discours d'au revoir. Et effectivement, il fait son bilan et il souligne les réussites de sa présidence. C'est vrai qu'on a énormément critiqué Donald Trump, et souvent à juste titre. Et c'est vrai qu'il y a des réussites qui méritent d'être rappelées à ce moment-là, lorsqu'il dit « Nous avons créé la plus forte économie du monde », exact, le chômage le plus bas de l'histoire, exact. Nous avons réussi à réunir le monde pour une nouvelle politique face à la Chine, exact, puisque même le nouveau secrétaire d'État, Anthony Blinken, vient de dire au Sénat que sur ce point, Donald Trump avait eu raison. Le vaccin, il dit nous avons réussi le vaccin en 9 mois, un record, exact. Il dit aussi, pendant 4 ans, nous n'avons jamais déclaré de guerre, et c'était sans précédent dans l'histoire récente. Tous mes prédécesseurs avaient déclaré des guerres, moi je n'en ai pas déclaré. On verra, on pourra discuter ce qu'on appelle guerre ou pas guerre, mais oui, il y a des réussites. Alors, exact, de la part de quelqu'un qui était vraiment qui n'avait pas pour Trump les yeux de Chimène, donc intéressant. Alors, Charles Gave, au fond, si on faisait maintenant non pas un bilan, mais on regardait Trump aujourd'hui, effectivement, parce que ça continue. Juste un mot, Nancy Pelosi et Hillary Clinton disent qu'on va examiner, de voir si effectivement Trump n'a pas conspiré avec Poutine pour entre guillemets, l'insurrection du Capitole. En plus, on a le fait que, effectivement, les réseaux sociaux continuent à boycotter, en tout cas certains, et voilà, il faut effacer Trump de la surface de la Terre pour ses adversaires. Qu'en est-il pour vous, aujourd'hui et demain? Écoutez, on est à un moment très intéressant, parce que dans le fond, on essaye de faire taire la moitié de la population américaine. Grosso modo, je dis 75, on essaie de faire taire.
Et on essaye de faire taire en utilisant des arguments qui ne sont pas très bons. L'un d'entre eux, c'est qu'il n'y a jamais eu de fraude électorale aux États-Unis. Or, on sait très bien que Kennedy a été élu contre Nixon. Ça a été prouvé par tous les historiens, grâce à des fraudes gigantesques à Chicago et au Texas. En 1960. En 1960. Il aurait mieux valu pour Kennedy qu'il ne soit pas élu, mais enfin, il a été élu, et tout le monde sait que c'était des fraudes. Et Nixon, à l'époque, s'était couché pour ne pas créer de troubles. Ce qu'a refusé de faire Trump. Donc, il y a eu des fraudes électorales aux États-Unis dans l'histoire. Là, il y a eu des fraudes. Là, on va voir maintenant. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que on utilise des mots qui ne veulent plus rien dire. Vous savez, j'ai vécu longtemps à Hong Kong, en Chine, Confucius disait que quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables. Donc, quand on peut parler d'un coup d'État, il y a une définition du coup d'État qui est donnée en sciences politiques, et quand c'est une partie du corps politique ou administratif qui prend le pouvoir de façon violente contre une autre partie. Quand vous avez 30 corneaux qui rentrent dans un bâtiment public, c'est comme si on avait dit à toutes les manifestations des Gilets jaunes que c'était un coup d'État, quoi. C'était à peu près du même niveau. Il ne se passait rien et personne ne pose la question comment se fait-il qu'ils soient rentrés. Oui, d'accord. Parce que c'était quand même un bâtiment qui était protégé de façon inouïe, quoi. Enfin, laissons de côté. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que des coups d'État, ça existe. On n'est pas complotiste quand on dit qu'il y a des coups d'État qui existent. Par exemple, Maître Régis de Castelnau a prouvé dans son dernier livre, qui est un livre remarquable que tout le monde devrait lire, qu'on a reçu ici, d'ailleurs. Vous avez reçu la justice politique, qu'il y avait eu un coup d'État contre Fillon. C'était un coup d'État, puisque l'appareil judiciaire français a décidé que ce ne serait pas Fillon qui serait élu. Et Maître Régis de Castelnau dit, écoutez, vous êtes gentil, mais je n'ai jamais vu une instruction faite de cette façon-là, aussi rapide, et en plus, je mets au défi quiconque de me dire que cette instruction a été juste. Tout à fait. Mais revenons. Non, ce que je veux dire par là, c'est que les coups d'État, ça existe. Ça existe, oui, c'est ça. Oui. Et que donc, on ne se dit pas complotiste, on dit que les coups d'État existent. On énonce une vérité. Et absolument. Aujourd'hui, on va savoir quelque chose de très intéressant, enfin dans les semaines qui viennent, ce qui va rendre la vie de Biden un peu plus difficile, c'est qu'il y a à peu près 1 mètre de documentation qui ont 12 millions de pages. 12 millions de pages qui ont été déclassifiées. Et dans lesquelles vont être mises à jour, j'espère, tout le coup d'État permanent qui s'est passé contre Trump, avec l'histoire de la Russie, avec l'histoire de son général Flint, avec la collusion, etc. La destitution, impeachment, 3 ans de procédure. 3 ans de procédure, le rapport Mueller qui n'était bâti que sur rien, etc. Donc, le danger maintenant pour les États-Unis, c'est que ces documents qui vont être exploités par quand même des gens tout à fait compétents, des gens comme Solomon qui sont des journalistes indépendants aux États-Unis, on va voir si oui ou non il y a eu une tentative de coup d'État contre Trump avant. Et s'il y a eu une tentative de coup d'État avant, ça rend probable la tentative de coup d'État au moment de l'élection. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quelque part, on va se retrouver dans un monde extrêmement difficile. Donc une Amérique extrêmement fracturée, quand même. Une Amérique fracturée en deux comme jamais. Ouais. Comme jamais. Et donc on rentre dans une situation extrêmement difficile, et les démocrates ont à peu près tous les pouvoirs sauf la Cour suprême. Sauf la Cour suprême. Et donc ils peuvent être tentés par la fuite en avant, c'est-à-dire faire passer des choses extraordinairement violentes contre les 50% qui n'ont pas voté pour eux. Et il y a 2 éléments qui sont quasiment créateurs de guerre civile, littéralement. Le premier, c'est l'amendement numéro 1 de la Constitution, qui dit que le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher la liberté d'expression. Absolument. C'est fondement. C'est le fondement de la Constitution. C'est le fondement de la Constitution. Et il y a toute une série de gars qui commencent à essayer d'attaquer cet amendement en disant il faut le changer. Il y a des gens, par exemple, les partisans de Trump n'ont pas droit à cet amendement. Ce qui est le début de la censure. Et vous savez que juste un mot, comme ça, à Hollywood, un certain nombre de personnalités ont carrément dit, c'est un gros mot en américain, je veux dire, fuck les 75 millions qui ont voté Trump. C'est-à-dire que, en fait, on va dissoudre le peuple. Vous savez, c'était la phrase de Brecht. Le peuple qui a voté Trump, il faut le dissoudre. Non, il n'a pas le droit à la parole parce qu'il ne pense pas comme nous. Ce qui est la base de la... Donc ça, c'est l'amendement numéro 1. Et l'amendement numéro 2, qui est un petit peu le garant de l'amendement 1, c'est le droit de porter des armes. Oui, là, ça va... Et là, ça va y aller. Et donc,
Puis l'immigration, vous avez vu. L'immigration, la première décision, c'est de justifier 11 millions de personnes qui sont des illégaux aux États-Unis, Voilà. et donc d'en faire des citoyens normaux et de leur donner le droit de vote, qui est une façon pour le Parti démocrate d'essayer de rester au pouvoir. De fabriquer des électeurs démocrates. De fabriquer des électeurs démocrates. Donc on arrive dans un moment où, si Biden est intelligent, ce qui n'est pas le cas, il devrait faire un coup à la Nelson Mandela. Oui, C'est-à-dire unité. Écoutez, pour l'instant, on va essayer de gérer l'économie, mais on va pas prendre de décision, on va vous laisser prendre le temps de réfléchir, on n'est pas vraiment en position de pouvoir. Mais là, j'en ai l'impression qu'il est plutôt dans le côté Fouquier-Tinville ou Robespierre que le côté Nelson Mandela. Ou peut-être c'est pas, alors c'est là que ça va intéresser. C'est pas lui. C'est peut-être pas lui, mais derrière lui, il y a des gens qui poussent, quoi. Il y a des gens qui poussent et qui veulent avoir la peau de tous les partisans de Trump. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui ont dit que les sénateurs et les représentants qui avaient élevé une objection de fraude, ce qui était leur droit constitutionnel, etc., ne devraient plus avoir le droit d'être élus. Donc, moi, ce qui me surprend toujours avec les gens de gauche, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est quand on leur enlève leur masque de bonté et de soin de l'humanité, il y a toujours des totalitaires derrière. Des droits de l'homiste, oui. Les droits de l'homiste, vous en leur enlevez leur masque et vous trouvez Staline. En fait, c'est pas le droit de l'homme, c'est le droit des autres, quoi. Et ça leur plaît pas. Effectivement, on reste ensemble, Charles Gave. On se retrouve après ceci. Et nous continuons notre conversation avec Charles Gave à propos de ce grand remplacement. On peut le dire, là, pour une fois, à juste titre, Biden et Trump. Alors, en fond, la ligne de fracture, on a parlé d'une Amérique fracturée. On a parlé d'un parti démocrate transformé ou métamorphosé. De quoi s'agit-il, Charles Gave ? C'est quelque chose qui a commencé il y a déjà bien longtemps, mais qu'on retrouve en France aussi. C'est un changement de la définition de la démocratie. La démocratie telle qu'on vous et moi, toi et moi, on la connaît, c'était grosso modo le règne de la majorité et l'acceptation de sa défaite par celui qui avait débattu. Oui, c'était les deux. Une autre majorité arrive, on s'incline. On s'incline, on dit rien. Aujourd'hui, il y a toute une série de gens qui considèrent que la démocratie, c'est la protection des minorités, les transgenres, les noirs, les jaunes, toutes les minorités, et que la majorité a une vocation à martyriser ces gens-là. Et donc, pour protéger ces minorités contre une majorité, ça se passe par l'intermédiaire des tribunaux. C'est ce qu'on voit en Europe, et c'est les tribunaux qui protègent les minorités. C'est-à-dire que la majorité ne peut plus s'exprimer. En quelque sorte, on la rend honteuse. On la rend honteuse. C'est-à-dire que tous les privilèges de la majorité sont des trucs qui sont inacceptables et tout et tout. C'est le fameux homme blanc, si vous voulez. Donc ça, c'est la vraie ligne de fracture intellectuelle. Mais il va y avoir une ligne de fracture économique, qu'on le veuille ou non. C'est que la quasi-totalité des États démocrates et des grandes villes démocrates sont en faillite. Ah oui, vraiment. Ah mais en faillite, surtout New York va être en faillite parce qu'il y a déjà 350 000 personnes qui ont quitté New York, les revenus fiscaux vont s'écrouler, enfin bref. Et ce que veulent les démocrates, c'est que l'État finance les grandes villes démocrates. D'accord. Mais les Texans ou les gars de l'Oklahoma, ils voient pas du tout pourquoi ils devraient financer la retraite à 45 ans des pompiers de New York ou des flics de New York, parce que on leur a donné ça pour des avantages, pour qu'ils votent pour le... Donc, vous avez toutes ces grandes villes, y compris la Californie qui est en train de faire faillite, vous avez la faillite, et la Californie et toutes ces grandes villes qui sont en train de faire faillite et qui vont réclamer du fric à l'État. À l'État, c'est-à-dire à ceux qui ont été bien gérés. C'est ça. Aux États qui ont été bien gérés. Aux États qui ont été bien gérés et qui se trouvent avoir tous voté pour Trump. Donc, ça va gueuler comme tout, parce qu'ils vont dire, vous êtes gentils, mais nous, nos pompiers, ils prennent la retraite à 65 ans, les votes, ils prennent la retraite à 45 ans, réglez le problème. Donc, vous avez Chicago, vous avez Détroit, vous avez Los Angeles, vous avez... toutes ces villes qui s'écroulent, quoi. Qui s'écroulent littéralement. Donc, vous allez avoir un véritable écroulement du monde démocrate, économique, alors que les États rouges... Et ils vont compenser, donc, par open bar aux migrants qui vont... et ils espèrent aux illégaux, il y en a 11 millions qui vont voter pour eux, démocrates forever, quoi. Démocrates forever, mais c'est même pas certain, parce que ces démocrates iront probablement, ces nouveaux démocrates iront probablement dans les villes qui sont déjà démocrates et qui donnent des trucs gratuits. Bien sûr. Donc ceux-là, ils ont déjà voté Trump, ils ont déjà voté Biden. Donc vous avez un vrai problème économique qui va se payer, c'est qu'il y a quand même pas de taxation sans représentation. Bon, ils sont représentés, mais ils sont représentés de façon minoritaire. Vous pouvez pas... ça va être très difficile pour les démocrates. Alors, la grande question, c'est est-ce que
Le Sénat va être capable de bloquer ça avec du... Vous savez comment on appelle ça, quand il parle pendant 18 heures de suite. Oui, le filibuster. Oui, mais est-ce que le Sénat est passé à majorité démocrate maintenant? Il est à 50. Il est à 50. Mais je crois, pour casser un filibuster, il faut 60. D'accord. Donc alors, ils peuvent jouer mais par contre, ce que ça veut dire en termes de parti, quand même, qu'on le veuille ou non, c'est que le parti républicain traditionnel, qu'on appelait le Country Club Republican, vous savez, le gars qui allait dans le Country Club et qui celui-là est en train de mourir aussi. Hein. Il va crever. Il va crever. Donc la prochaine étape de Trump, ça va être de liquider tout ce que j'ai appelé ici les rhinos, vous savez, les Republicans in name only. Et donc maintenant, les républicains uniquement de nom, uniquement d'étiquettes. D'étiquettes, mais qui sont en fait très copains. Par exemple, Mitch McConnell, le patron de la majorité républicaine au Sénat, est un grand copain historique de Biden. Ils s'entendent comme larron en foire. Et la première des choses qu'il a fait quand Biden a été élu, ça a été de dire, écoutez, non, l'élection s'est très très bien passée, il n'y a eu aucune fraude et tout. Donc il a trahi, mais la seconde d'après, c'était comme Fillon, le jour où il a dit, il faut voter pour... Oui, comme Fillon qui a dit, il faut voter Macron. Est-ce que, juste, dernière question, est-ce qu'à votre avis, comme vous le sentez, Trump ou les Trumpistes, vont créer un nouveau parti? Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils vont aller à l'intérieur du parti républicain, et chacun des sénateurs ou des représentants qui aura trahi, eh bien, on mettra à la prochaine élection, il y aura une primaire, et on mettra un donc Trumpiste. À l'horizon 2022, déjà. C'est l'horizon 2022. Déjà, il va y avoir des primaires dans le parti républicain où on va virer tous les traîtres. Eh bien, ça promet. ça n'a pas fini. Hein. C'est pas fini du tout. Et Trump n'est pas fini. Que commencer. Et vous pensez que Trump n'est pas fini? Ouais. Non, mais moi, si j'étais lui, je ferais attention. Ben, c'est clair. Un accident est vite arrivé. Oh, m'en parlez pas. Merci Charles Gave, merci pour votre analyse. Sud Radio, 12h35. Et vous, est-ce que ça vous inspire, cette investiture de Joe Biden et ce départ aussi de Donald Trump? Un numéro pour nous le dire, le 0826 300 300.